Live du vendredi un petit peu particulier avec les filles. Les filles ont froid. Il fait, je sais pas combien il fait, il s'appelle. Il y a de la neige partout, c'est le bordel. C'est l'hiver quoi. Mais donc live un petit peu particulier avec un invité spécial, David Maniz. Donc je vais attendre qu'il arrive et on va voir un petit peu si on peut. Mon Instagram est hyper lent aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc on va voir un petit peu si on arrive à faire quelque chose de correct, comme comme diraient les Québécois. Je ne vois pas David. Je vais faire une recherche. C'est possible qu'il soit en retard. Est-ce que c'est possible qu'il soit en retard? C'est possible. Il n'y a personne. Donc, je vais voir s'il arrive dans pas trop longtemps. Donc, live un petit peu particulier. Ça fait un moment en fait que je voulais inviter David. Donc on va voir. Putain, il est toujours pas là. Bon, c'est pas grave. Par contre, vu que je voulais faire un live avec lui et qu'il est pas là, ça va être compliqué, mais normalement il devrait arriver incessamment sous peu. Euh, donc voilà. Si vous avez des questions pendant ce live, n'hésitez pas. Je sais pas. David arrive. Donc je sais pas si on va pouvoir répondre à des questions ou pas, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Attends, je viens de le voir passer. Il est où? Il est plus là? Ah, David Manis, hop. Ce que j'aime faire avec ces lives, salut David. Ce que j'aime faire avec ces lives, c'est de parler le plus franchement possible. La semaine dernière, j'ai perdu énormément de lecteurs à cause du live de la semaine dernière avec Tony. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ah, David. Hey, Et- ça va? Ça va et toi? Ça va bien. J'ai eu des problèmes de connexion, désolé, ça chie un peu. Si tu me reçois Ok. bien là? Oui, oui, je te reçois bien. Moi, pareil de mon côté, j'ai quelques petits problèmes de connexion, donc ça doit être Instagram qui Ok, nous fait une gonite. Ouais. ça roule. Donc, je disais que ce que j'aime bien faire avec ces lives, en fait, quand j'ai un invité un petit peu spécial, c'est vraiment de parler le plus sincèrement et franchement possible. Je t'expliquais que le live de la semaine dernière, j'ai eu pas mal de gens qui se sont désabonnés à ma chaîne. Ah ouais? J'essaye de pousser un petit peu la discussion le plus possible, même si des fois je me fais l'avocat du diable, mais pour essayer d'avoir un truc le plus sincère possible. Euh, Ouais, donc, je pense que c'est bien d'avoir un truc plus authentique, même si ça veut dire que t'as moins de copains après. exactement, exactement. En tout cas, c'est ma philosophie. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es en une minute? Eh ben, c'est facile de dire qui je suis pas, mais après qui je suis, c'est encore un gros problème. Mhm. Euh, en gros, je suis québécois, je donne des stages de survie en France depuis 13-14 ans par là. Et Ok, puis je passe ma vie à prolonger celle des autres, en gros. ok. Le but pour moi, c'est de faire en sorte que les gens puissent avoir des outils et puis des billes quand ils sortent de nos stages pour être autonomes en milieu naturel. Ou alors, dans les stages de self-défense, ben, ça va être en milieu périurbain ou peu importe. Euh, et puis, c'est vraiment une visée d'outiller les gens pour qu'ils soient autonomes, tu vois, que chacun ait ses outils et puisse les utiliser comme il le veut avec son éthique à lui. Ok. Euh, et voilà. Est-ce que parce qu'à la base quand même tu étais vraiment spécialisé dans le milieu naturel et donc
ton truc a évolué normalement ou est-ce que tu as toujours été urbain, périurbain, naturel, un peu tout? Ah, écoute, un peu tout, hein. En clair, moi j'ai grandi en Gaspésie, donc au fond de la Cambrousse du Québec. Et puis, ben, toute mon enfance ça a été chasser l'écureuil au lance-pierre, pêcher le saumon à la main, ou Mhm. à la gaffe. Je devrais pas le dire en public, mais bon, on a quand même fait ça une fois ou deux. Et puis dormir dehors, faire du feu, etc., etc. Mhm. Euh, Puis je suis un peu tombé dans la marmite de la nature quand j'étais petit. Mhm. Après, ben, pour payer mes études, moi je suis anthropologue à la base, puis j'ai fait trop d'années de fac. Et pour payer mes études, j'étais videur en fait en boîte de nuit et en bar à pute et tout. Et c'était vraiment formateur pour ce qui est de la survie urbaine et puis de la self, etc., Ok. etc. Et puis dans la foulée, moi après j'ai rencontré Fred Perrin, Philippe Perotti et tout à l'époque quand ils bossaient encore ensemble. Et Mhm. puis j'ai vraiment poussé beaucoup la self avec Fred et puis la méthodo, la pédago avec Philippe Perotti. Et Ok. puis les mecs de NDS en Suisse et tout ça. Et puis de Ouais. fil en aiguille, je me suis mis à bosser un peu avec eux. Et c'est là que j'ai appris plus les côtés, enfin les flingues et tout. Mais, euh, mais clairement, j'ai toujours été plutôt touche à tout. Tu vois, j'ai toujours aimé faire plein de trucs différents et m'intéresser à tout. Et c'est pour ça que j'aime bien la survie parce que ça me permet d'avoir un truc où il n'y a pas de limite. Tu vois, chacun des domaines, tu peux pousser, que ce soit en médecine, que ce soit en métallurgie, en forge, en botanique, en n'importe quoi. Il y a toujours des trucs à apprendre et puis on peut tout le temps progresser. Et puis ça, c'est vraiment, pour moi, c'est stimulant, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est une thématique hyper large. D'ailleurs, c'est tellement large qu'il y a beaucoup de gens qui, je réalise au fil du blog, au fil de ton forum. Parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu, c'est au travers de ton forum. Mais Ouais, on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui confondent un petit peu tous ces univers à l'intérieur même de la survie et qui parfois même en oublient de ce que c'est vraiment la survie. On a, je sais pas ce que tu en penses toi, on a une espèce de mode culturel qui s'est vraiment prononcé ces dernières années avec tout ce qui s'appelle le bushcraft, ce qu'on appelle le bushcraft maintenant, ouais. qui est une discipline très intéressante, qui est une discipline très intéressante. À la tienne, moi je tourne à l'eau, moi. Ah, il y a 95% d'eau quand même, hein, Mais donc on arrive à des confluences, si tu veux, où c'est vrai que on est toujours dans un environnement naturel, mais bien évidemment, il y a une grosse différence entre partir dans les bois totalement équipés avec certaines connaissances et puis se retrouver malheureusement dans les bois après un incident ou un accident sans avoir tout nu, avec rien sur toi. Et donc là, ça change un petit peu la donne. Qu'est-ce que tu penses et comment tu vois, toi, cette montée de ce qu'on appelle le bushcraft et est-ce que comment ça impacte ton business par rapport à la survie et tout ça? Bah écoute, moi, entre guillemets, je suis arrivé à la survie par le bushcraft, tu vois. Ouais. J'ai jamais, enfin, on s'amusait quand on était gamin à partir avec une machette, un poncho et puis un paquet d'allumettes, mais Mhm. c'était juste pour le fun, tu vois. Et puis les fois où on s'est retrouvé dans la merde, bah, c'était parce qu'on avait fait des conneries, tu vois. C'est tout, c'est tout. Mhm. Mais si tu veux, le bushcraft pour moi, puis la survie, c'est vraiment des domaines connexes, comme les arts martiaux et puis la self-défense, tu vois. Ok. Euh, t'as plein de compétences que tu peux travailler en bushcraft qui vont te servir en situation de survie. Et Mhm. puis, j'ai quasiment tendance à dire que la survie, personnellement, je vais avoir avec plus de matériel. Tu vois, je pars pas, même si, entre guillemets, je travaille, puis je m'entraîne à fonctionner sans rien. Euh, le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est que les mecs, tous les mecs ou toutes les nanas, enfin tout le monde que je connais qui sait faire du feu par friction, admettons, Mhm. bah, ils sont tout le temps un briquet, puis un fire steel, et puis de l'allume-feu dans la poche, tu vois. Mhm. Il y a la capacité de se passer du matériel, c'est une chose. La capacité à fonctionner en mode dégradé, sous stress, avec les mains gelées, tout ça, c'est encore autre chose. Ouais. La capacité à faire du feu par friction sous stress avec les mains gelées, c'est encore autre chose, tu vois. Mhm. Et puis
plus les techniques se complexifient, plus ça devient vraiment compliqué Mhm. de, si tu veux, de le faire en mode dégradé, quoi. Faire du feu par friction en novembre en Belgique, quand il fait plus zéro, qu'il pleut depuis 3 semaines, Mhm. bah ouais, en théorie ça marche, mais en pratique, faut vraiment s'accrocher, tu vois. Ouais, ouais. Bah, toutes les techniques entre guillemets premières qui vont souvent retravailler dans le bushcraft, elles fonctionnent pour s'amuser. Tu vois, pour la survie de l'espèce, c'est bien. Quand tu allumes un barbecue avec du feu par friction, ça marche bien pour draguer si tu veux, mais Ah, ça concrètement, dépend dans quel milieu, hein. ouais, c'est clair. Mais concrètement, le délire de survivre avec rien, bah, il faut savoir le faire. Mais moi, je milite plus pour que les gens ils aient un minimum de matos avec eux quand même. Et puis, euh, Et puis, ben, tout ce qui est bushcraft et tout ce qui arrive, entre guillemets, en France et puis un peu partout, ben, je trouve que c'est bien, tu vois, c'est complémentaire avec ce qu'on fait. Mhm. Ça nous nourrit aussi un peu de choses importantes. Puis tu vois, là, on a recommencé à bosser avec un mec qui s'appelle Laurent Beaumatin, qui fait beaucoup de techniques primitives. Lui, il est dans l'Ouest. Ok. Et puis, le mec, franchement, il fait des silex, il fait du feu par friction, il fait des tannages de peau, des abris néolithiques et tout. Ils sont superbes, tu vois. Et il a Mhm. vraiment un savoir-faire génial et une manière de transmettre qui est bien. Et Mhm. puis, euh, et puis quand on bosse avec lui, on voit vraiment les synergies qui se font spontanément et c'est juste super. Donc, Ouais, excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que c'est un super. Moi, j'adore tout ce qui est effectivement néolithique, paléolithique. Tu vois, je trouve c'est ça vraiment hyper intéressant. puis c'est cool tu vois, quand tu fais ton premier feu par friction et puis que t'allumes ton feu et puis tu passes à s'asseoir auprès du feu avec un feu que t'as fait sans allumette, sans fire steel, sans briquet, sans rien. Mhm. Ouais, c'est pas le même feu quand même, tu vois. C'est quand même, il y a Ouais, quelque chose ouais. en plus. Il y a une espèce de connexion aux ancêtres qui est là, tu vois. Mais pour autant, pour survivre, tu vois, une fois au Québec, je suis tombé à travers la glace sur une rivière. Enfin bref, j'ai fait le con, j'aurais dû juste marcher, puis faire le détour jusqu'au pont. Et j'ai décidé de tracer tout droit parce que j'avais la flemme. Et puis, tu vois, quand je suis sorti de la flotte avec les complètement congelés, même mes bras ils bougeaient au ralenti, tu vois. Et Mhm. là, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais prendre une petite planchette en lierre, une drill en noisetier, et puis je vais, tu vois, j'avais un fumigène dans mon sac, je l'ai arraché avec les dents, et puis je l'ai planté dans du bois flotté, je l'ai enterré, puis tu vois, 10 minutes après, j'avais un feu de 3 mètres de haut, et puis c'était bon. Ouais. Bonne nuit, vas-y. C'est Ouais, la ouais, ouais. voisine. C'est vrai que c'est voilà, c'est des situations et des contextes qui dictent un petit peu aussi, qui vont venir dicter un petit peu les techniques et les méthodes, quoi. Tout à Vu fait. que tu Et partais, plus t'as d'outils, plus tu peux choisir dans ta boîte à outils en fonction des situations. ouais, Et puis ouais, mieux ouais. tu les maîtrises, plus chacun des outils peut être utilisable sous stress ou en mode dégradé. Du coup, Mhm. c'est plus une question d'approche, puis d'attitude et puis d'enseignement que une question de technique au final, la différence entre survie, bushcraft et tout ça. Et Ok. on peut, tu vois, tout comme on peut faire du karaté traditionnel Shotokan ou je sais pas quoi, pour faire de la self et puis avec un bon prof en tirer quelque chose. On peut aussi faire du bushcraft pur et dur juste pour le plaisir, mais avoir toujours en tête le. On est en train de perdre David. Ah, tu es re là. Ça y est, je suis là, ça a coupé. Donc je Tu disais que c'est une parlais. question d'attitude en gros, et puis que ça dépend comment on bosse, et puis on peut bosser du bushcraft en mode dégradé, et puis on peut bosser de la survie, et puis en faire rien du tout. Tu vois, c'est une question de motivation, de point de vue, puis d'instruction aussi. Ouais, 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 tout à fait. Tu parlais un petit peu de cet univers primitif. Hmm. C'est ce qui m'intéresse aussi, moi, dans toutes ces techniques de survie primitive. Donc là, on va parler plus néolithique, Ouais, peut-être. Mais je trouve toujours le lien intéressant avec. Euh, on vit dans une période ultra moderne, ultra géniale en fait, où on peut faire du feu. On appuie sur un bouton, on a de la lumière. On appuie sur un bouton, on a du feu. C'est absolument fantastique. carrément. Euh, mais on s'aperçoit quand même, en tout cas moi de mon côté, je ne sais pas si c'est comme ça de ton côté, mais je m'aperçois qu'il y a énormément de gens euh,
en fait il leur manque un truc dans leur vie moderne, et c'est justement le primitif, et ils reviennent un petit peu, tu vois, ils ont ce désir, c'est un petit peu l'appel de la forêt, Ouais. mais ils ont ce désir de partir dans les bois avec un poncho et de faire du feu par pression. Est-ce que toi, tu ressens un petit peu ça? Donc là, on parle plus peut-être un comportement tu vois, biologique, peut-être. Est-ce que tu le ressens, toi? Je sens vraiment que les gens, ils ont envie de se reconnecter à la nature, ouais. Ouais. Ils ont envie de se reconnecter à la nature avec des gestes primitifs, avec un lien à la nature plus proche, avec moins de couches de technologie, tu vois, entre eux et la nature. Mhm. Euh, et ils ont aussi envie de se reconnecter les uns aux autres. Tu vois, on a été catapultés dans des vies où on est isolés les uns des autres, puis isolés du milieu naturel. On est comme des cultures hydroponiques, tu vois, hors sol et tout Mhm. le bordel. Et puis les gens, ils en ont marre des trucs bidons, hein. Ils veulent du vrai lien avec la nature. Ils veulent du vrai lien avec leurs vrais amis, leurs vrais potes. Mhm. Tu vois, ils en ont marre des relations superficielles où tout le monde dit ce qu'il pense pas parce que ça doit faire bien. Ouais. Ils veulent l'authenticité et puis ils veulent des vrais trucs. Mhm. Et je pense que dans le mouvement survivaliste, on trouve beaucoup ça. Les gens, ils en ont marre des trucs bidons qui marchent pas, des systèmes un peu malhonnêtes et tout ça. Ils veulent du vrai, quoi. Ouais. Et Ouais. Et puis, il y a c'est un la espèce de superficialité aujourd'hui qui est très prenante, hein. carrément. Et puis ouais, même si tu veux, dans le milieu du travail, dans n'importe quoi, tout le monde en a marre de se faire prendre pour des cons, hein. On va le dire franchement. Je pense que les gens, ils savent bien, ils sentent tous qu'il y a un truc qui colle pas dans les relations de travail qu'ils ont avec leurs collègues, et puis ben, ils continuent quand même parce que tout le monde fait ça. Mais Mhm. dès qu'il y en a un qui met les pieds dans le pop et qui commence à parler vraiment, mais on voit que ça s'ouvre et puis que les gens ils commencent à discuter pour de vrai et puis ils arrêtent de parler du canapé en cuir qu'ils vont acheter la semaine prochaine et puis ils parlent de vrais trucs. Tu vois? Mhm. Il y a ce Ouais. truc d'authenticité qui manque aux gens, je pense, et puis dont les gens sont vraiment friands aujourd'hui. Puis du coup, je trouve que ça fait du bien. Et puis dans nos stages, moi je le vois vraiment, tu vois, t'as le mec, l'avocat d'Aix-en-Provence qui arrive avec son gros 4x4, son matos tout neuf et tout, et qui pense qu'il a besoin d'avoir tout le matos pour être accepté dans le groupe, tu vois. Puis Mhm. quand il se met à pleuvoir, mais il est mouillé comme moi, comme tous les autres, et puis d'un coup, le lendemain matin, il a la gueule comme ça, et puis on lui parle encore, tu vois. Et du coup, il découvre des fois, enfin, les gens, ils découvrent un milieu et puis un environnement où il y a juste du vrai lien et puis de la vraie solidarité, parce que quand tu te cailles le cul, ben, ça crée des liens, hein. C'est Puis clair. du coup, Que tu cales le cul, que tu dors pas. Ouais. Mhm. puis du coup, ça fait un moment de vrai échange en fait, et puis les gens ils kiffent bien. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de beaucoup plus moléculaire, si tu veux. C'est-à-dire que je pense pas que l'être humain soit construit tel qu'on est aujourd'hui, soit construit pour rester 8 heures à une chaise de bureau C'est devant un clair. écran. Tu vois ce que je veux dire? On est fait pour porter des pierres, on est fait pour couper du bois, on est fait pour chasser. Ouais. Donc, En effet, pour se serrer les coudes face à des problèmes concrets, tu vois. Genre, il y a mhm. le tigre dans le sable, il arrive, il chope un gamin près du feu, il se barre dans la nuit avec, on se met à 10, on défonce le tigre et puis on ramène le gamin. Tu vois? Ouais. Ouais. C'est ça notre truc en tant qu'espèce. Et puis, Mhm. ben, là, on nous met les uns contre les autres face à des problèmes concrets, abstraits, tu vois, genre des chiffres, des virgules sur un paragraphe, des conneries. Tout le monde s'en Ouais. bat les couilles, tu vois. Mhm. Et puis, Ouais, puis c'est on voit bien. abstrait, puis c'est superficiel. Et je pense que les gens ont vraiment un manque systémique, moléculaire, de primitif et moi ce que j'appelle clanique. Là, tu parles un petit peu, voilà, du clan autour du feu. Ah ouais? Et je pense qu'on souffre de ça. Je pense que l'homme moderne souffre réellement de ça. Et je pense que c'est pour ça qu'on développe certaines maladies, qu'on développe des allergies, qu'on développe toute une multitude de compulsions néfastes et toutes ces choses-là. Je pense qu'on a un réel manque organique, moléculaire, de se retrouver effectivement autour d'un feu et d'être un clan, de se sentir soutenu, de se sentir faire partie d'une famille Ouais. et d'être face en fait face à l'inconnu qu'est la vie et la nature, quoi.
Ouais, clair. Et on souffre aussi du manque d'adversité dans nos vies, tu vois. Ouais. Adversité dans le sens, on n'a jamais froid, on n'a jamais faim, on n'a jamais Mhm. l'occasion d'exprimer quand on a peur, tu vois, de se défendre vraiment, de faire du concret, en fait. On est Mhm. tout le temps coincé dans une bulle d'abstraction et puis on n'est pas fait pour ça. Trop de Mhm. confort, trop de superficialité, trop de trucs. Et ouais, ça fait du bien de prendre un bout de bois puis de taper sur le couteau pour refondre une bûche, tu vois. C'est juste tout con, mais t'as un résultat concret. Tu fais un truc avec tes mains et tu sens que ça marche et tu mets le bois sur Mhm. le feu, t'as chaud et puis t'es content, tu vois. Simple en Ouais. fait. Ouais. Ouais. Et puis quand je le vois en stage, tu vois, t'as les mecs qui ramènent du bois pour le groupe. Ben, ils sont contents d'amener leur grosse bûche et puis d'être, tu vois, d'être celui qui est assez fort pour trimballer la grosse bûche. C'est Bien c'est sûr. hyper, c'est hyper basique, mais putain, ça Mhm. fait du bien, tu vois. Ouais. Et, euh, Ouais. et on voit que chacun peut amener son truc, tu vois, chaque membre du groupe, même si c'est hyper varié, chacun peut amener un petit truc en plus, tu vois. Mhm. Que ce soit la nana qui connaît bien les plantes, machin, elle ramène deux, trois trucs en plus pour bouffer. Que ce soit, j'en sais rien, le mec qui sait bien tresser la ficelle et puis il a fait correctement et puis la ficelle elle tient, tu vois. Enfin, c'est des petites conneries. Chacun n'est pas bûcheron et chacun n'est pas bon en botanique, mais quand Ouais. on se regroupe, tu vois, quand on se met le clan permet ça. Le clan, il permet que les compétences de tout le monde profitent. Puis, Mhm. euh, puis c'est cool, tu vois. Les stages de survie, au final, même les niveaux avancés, au niveau 3 tu vois, où tu passes le week-end avec ton fond de poche. Mhm. Bah putain, les gens, ils passent un super moment. Tu passes la nuit autour du feu. Quand tu te cailles, tu remets du bois, et puis tu te sers un peu, et puis après, ça va, tu te rendors. Puis Ouais. on déconne, on rigole. Puis je me suis pris les plus gros fous rires de ma vie en stage de survie, tu vois. Ouais. Et puis même s'il pleut, même s'il fait mauvais, même si t'as la dalle, ben en fait c'est cool. Mhm. C'est vraiment cool. Donc, Donc la pour, survie, c'est quasiment plus de rentrer en ville le dimanche soir et puis de me taper les bouchons. Tu vois, ça c'est horrible. et ouais, C'est horrible. le retour à la civilisation est difficile, hein, des fois. Hein. Putain, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Euh, Puis, pour, euh, ouais, pour, malheureusement, tu sais, pour contraster cette idée de clan dont on parlait, comment tu vois, de ta fenêtre, comment tu vois l'univers de la survie présenté dans la culture ambiante, alors que ce soit les livres, les films, la télévision, les jeux vidéo. Tu vois, parce que là, on parlait de cette fibre clanique en fait qui est développée au sein de stages de survie comme toi tu fais ou euh, dans une approche un petit peu plus naturelle. Et en fait, je m'aperçois moi d'un point de vue culturel que la survie est omniprésemment, ça se dit ça? Non, systématiquement ouais, présenté comme quelque chose d'individuel en fait. Si tu regardes tous les films de survie post-apocalyptique, machin et tout, t'as toujours un héros qui est tout seul avec son chien qui essaye de survivre. ouais, Si tu regardes toutes les séries télévisées, c'est toujours un seul mec dans les bois pendant 3 jours qui essaye de survivre, à la Bear Grylls et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours, c'est marrant parce que la représentation est toujours c'est toujours une singularité, c'est toujours un individu. ouais, carrément. Et je pense qu'il y a une espèce d'apogée du système individualiste dans le délire, tu vois, beaucoup il faut survivre tout seul, il faut serrer les dents et compter que sur soi-même et tout ça. Puis moi, j'y crois pas à ça. Là, ça marche pas, quoi. Euh, puis franchement, survivre tout seul, je vois pas trop l'intérêt. Tu vois, à un moment donné, je suis le dernier humain sur Terre. Je vais faire quoi? Je vais me branler tout le reste de ma vie. Enfin, c'est bon, quoi. À un moment donné, on a besoin de liens, tu vois, on a besoin de contact avec nos semblables, sinon on devient con. Mhm. Quand j'étais gamin, je me suis fait pas loin de 3 mois tout seul, tu vois, dans la forêt près d'une rivière et tout. Et puis ouais, à la fin, enfin même avant la fin, après un mois tout seul, je te promets, je parlais aux poissons que je pêchais, tu vois. J'étais en train de Mhm. devenir taré. Ouais. J'entendais une tronçonneuse à 2 kilomètres, mais il fallait que je lutte, tu vois, mais vraiment que je lutte pour pas aller voir le mec parce que j'avais une espèce d'envie de contact, mais même pour me friter avec quelqu'un, j'aurais juste été trop content de me faire pourrir la gueule par un paysan ou je sais pas quoi, tu vois. Mhm. Juste pour voir quelqu'un et puis d'avoir l'impression que j'existais quand quelqu'un me voyait. Tu vois, Ouais. t'as l'impression que si personne te voit, t'existes pas, c'est assez bizarre.
Et parce qu'on a on a besoin du contact avec les autres. Vraiment, on en C'est a pour ça vraiment on est l'animal pour soi-même, mais on existe pour les autres. Hein. social. Ouais, et puis le lien en fait entre soi-même et les autres, il nous permet de fonctionner normalement en fait. On n'est pas câblé pour être tout seul. C'est juste pas possible. Mhm. Et, tous ceux qui vivent longtemps tout seuls, c'est parce que soit ils ont déjà des problèmes à la base, soit qu'ils sont dans une quête spirituelle où ils vont être en contact avec d'autres choses qui est pas humain, si tu veux, un truc plus grand que je sais pas quoi, mais Mhm. pour un mec normal comme moi, de vivre tout seul, ça le fait pas, tu vois. J'ai Mhm. longtemps essayé d'être tellement autonome que j'avais besoin de personne et tout, mais en fait, j'ai pas réussi, puis j'ai arrêté d'essayer à un moment donné, tu vois. Ouais. Je sais plus qui c'est qui disait un homme qui vit tout seul est toujours très mal accompagné. Ouais, c'est bien dit. Carrément. Et je pense que vraiment on a besoin du contact, on a besoin de se friter, on a besoin de coopérer, on a besoin de pas être d'accord avec le voisin et machin. Mhm. Euh, Parce que c'est comme ça qu'on évolue aussi, tu vois. Je pense une des aspirations premières de l'être humain en tant que prolongement de la nature et puis de l'évolution naturelle et puis tout ce que tu veux, de la création, comme tu veux l'appeler, ben, c'est d'évoluer en fait. On n'est Mhm. pas fait pour rester pareil tout le temps. D'une génération sur l'autre, on change, même au cours d'une vie, on change, et puis tout change. Puis Mhm. si on part de ce principe-là que le but c'est d'évoluer, ben, les autres ils nous aident. Tu vois, là on tchatche et puis j'ai ton point de vue et puis ça me fait remettre en question des trucs, ça me fait réfléchir et tout. Il y Mhm. a des questions qui défilent et puis je les vois passer et puis à chaque fois je trouve ça stimulant, je trouve ça intéressant. Même si je suis pas Mhm. d'accord, souvent, surtout quand je suis pas d'accord. Tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais donc, comment tu vois comment tu perçois donc cette approche de la culture de la survie qui nous confronte à chaque fois à des individus et pas nécessairement à des clans. Alors, il y a toujours des exceptions, bien évidemment. C'est pour ça, par exemple, que j'aimais bien, tu vois, les zombies, la Walking Dead au tout début, parce que là, on avait affaire à une histoire clanique, tu vois, c'était un clan. Euh, mais en général, on est toujours face, sur toutes les émissions un petit peu survie et tout, on est toujours face quand même à des individus. Comment tu le perçois? Est-ce que toi, tu le ressens aussi comme ça ou Ben, pour moi, si tu veux, au début de mes stages, j'ai vraiment vécu le truc et puis essayé de formaliser le truc pour l'individu. Et je me suis rendu compte en faisant des études statistiques, en faisant des études de cas et tout, que souvent les gens se retrouvent dans la merde ensemble, tu vois. Mhm, Euh, que ce soit en rando, que ce soit en n'importe quoi, on est rarement tout seul en survie. Ça, c'est plutôt mhm, bien. C'est plus dur de faire tout seul. mhm, Et je pense que c'est une erreur de voir la survie comme un truc individuel. Il faut vraiment voir la survie d'un point de vue collectif. Puis de toute façon, à plus ou moins brève échéance, on va être confronté à des soucis systémiques, à des soucis écologiques, à des soucis qui vont faire que la pression sur l'individu va augmenter et que la solution, elle va naturellement revenir vers le groupe. On voit, tu vois, même, on peut avoir des discours un peu, puis c'est pas entièrement faux, hein, mais que en cas de crise, on se met sur la gueule et puis il y a de la violence et tout. Mais la vérité, c'est que aussi, beaucoup dans les moments de crise, les gens ils se serrent les coudes, tu vois. mhm, J'ai juste vu ici, il y a pas longtemps, panne d'électricité un peu prolongée, ben tout le monde sortait, tout le monde se demandait ce qui se passait. Tu peux faire charger mon téléphone, ouais, viens, j'ai un panneau solaire et tout, tu vois. Puis de mhm, suite, il y a de l'entraide qui se met en place et on est un peu câblé pour ça, tu vois. Évidemment, il y a mhm. des connards qui vont en profiter pour piller, pour foutre le bordel, mais c'est les mêmes qui foutent déjà le bordel aujourd'hui, on les connaît, si tu veux. Ouais, Donc, ouais, euh, ouais. donc voilà. Et puis, Mhm, plus c'est dur, tu vois, je le vois en stage de survie. Quand il fait beau, ben, les gens ils sont un peu plus dans leur coin, tu vois, ils sont sur leur téléphone, ils se parlent un peu, mais pas tant que ça, tu vois. Puis dès mhm, qu'il se met à faire froid, dès qu'il se met à pleuvoir, dès que ça se met un peu plus dur, ben, d'un coup le groupe se resserre, ça crée mhm. du lien, quasiment, quasiment automatiquement. Ouais, Euh, Tu vois, tu Est-ce l'as que vu à tu... l'armée, quand t'en chies à l'armée, ben, t'en chies ensemble, tu vois. Ah ouais, ouais. Plus t'en Moi, chies, c'est plus ça le que, groupe ouais, moi, c'est ça que j'ai adoré à l'armée, quoi. C'est le côté solidarité, c'est le côté, c'est la camaraderie, la frérie, quoi. Ouais, tu deviens. T'es dans ton trou, t'es dans ton trou.
il flotte, t'as de l'eau jusqu'aux genoux, mais t'es avec tes copains, quoi. Tu vois, c'est vrai que c'est Et extraordinaire. du coup, c'est pas grave, tu Ouais, vois. ouais, ouais. C'est pas grave. Et puis, moi, j'ai des souvenirs de ouf en stage, tu vois, où il fait -1000. Tu te cailles le cul près du feu. Et puis, tu sais, je suis pas frileux, mais des moments, quand même, j'ai froid aussi, tu vois. Mhm. Et puis, t'arrives, t'en chies, il est 3 heures du mat, tu te lèves pour aller checker que tous les stagiaires, ils sont encore en vie et puis que tout va bien, tu vois. Puis d'un coup, je me repose près du feu. Et puis, il y a mon pote Jean-Mich, qui est un moniteur en formation en Belgique, qui se pointe avec juste une tasse avec un cube de bouillon chaud, tu vois, un bouillon cube dans de l'eau chaude, tu vois. Mhm. Puis il me file ça, il me l'attend, tu vois. Puis il avait la sienne, il en a juste préparé une pour moi, tu vois. Putain, j'ai bu une gorgée de ça, j'ai senti la chaleur qui descendait dans mon ventre, et puis je te promets, j'aurais pu lui embrasser le cul sur place, tu vois. C'est devenu mon pote à jamais ce jour-là, tu comprends? C'est le meilleur truc que j'ai jamais bu de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais, à fond. Ouais, à fond. Donc ouais, c'est vraiment dans l'adversité qu'on crée du lien plus facilement et puis que ça devient plus facile de coopérer avec les potes, quoi. Puis, Comment tu vois est-ce que tu as vu il y a beaucoup de gens, tu vois, qui viennent vers moi, par exemple, et qui étaient très formatés, très urbanisés, très modernes, et qui, petit à petit, au fil des découvertes, au fil des discussions, au fil des prises de conscience, se sont vraiment attachés à cette molécule primitive. hmm, Et tu les vois évoluer en milieu naturel, ou tu les vois redécouvrir un petit peu euh, des, euh, des traditions ancestrales, que ce soit, comme tu disais, quand tu étais gosse, aller chasser l'écureuil. Tu vois, toutes ces choses-là, est-ce que tu vois dans le regard des gens parfois la redécouverte du primitif? Tu vois, carrément. ce moment d'étincelle de redécouverte primitive. Ouais. Et c'est génial. Ouais. J'ai vu une fois en stage, je faisais un stage qui s'appelait, ça il y a longtemps, longtemps, c'était genre il y a 10 ans, tu vois. J'appelais ça technique primitive. Et Ok. puis on faisait un week-end que taille de silex, tu vois, des trucs comme ça. Puis ils avaient leur silex, ils avaient un truc qui fonctionnait, tu vois. Même si c'était pas très joli, ils avaient une bonne prise et puis ils pouvaient couper avec, gratter avec et tout. Et puis Mhm. l'atelier d'après, c'était de se faire un rabbit stick, tu vois, un bâton à lapin, Ok. tu vois, c'est une espèce de massue avec un bout plus gros et puis un bout pointu pour creuser. Ça sert un peu à tout, c'est un peu le couteau suisse de l'homme des cavernes, Mhm. tu vois. Ouais. Et puis le truc, ça sert à taper aussi, tu vois. Donc il y avait une meuf qui était là, qui était assistante de direction, puis elle subissait trop sa vie, tu vois. Son directeur, mais c'était le dernier des connards et il lui pourrissait la vie, mais un truc de malade. Et puis je voyais la meuf, c'était une boule de haine, tu vois, mais elle osait pas, tu vois, et juste exprimer sa colère normalement. Elle était toute timide et toute, tu vois, bien à sa place. Mhm. Du coup, je vois la meuf, elle prend son bâton comme ça, et puis je la vois qui bouge d'un pied sur l'autre, tu vois, en mode, tu sais, elle a envie de taper quelque chose, mais elle osait pas, tu vois. Puis du coup, je dis, bah allez-y, vous pouvez tester, hein, y a pas de problème, prenez une souche ou un truc, et puis vous tapez avec. Et puis la meuf, tu sais, elle me regarde genre pour me demander la permission. Je dis, mais vas-y, fais-toi plaisir, tu vois, t'es là pour ça. Donc elle chope une souche de pain pourri et puis elle s'approche, puis elle donne un petit coup timide. Je dis, mais vas-y, putain, imagine c'est ton directeur. Et puis là, j'ai vu ses yeux changer, tu vois. Et Mhm. bah, 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 elle a démonté la souche, puis elle poursuivait encore les morceaux qui se barraient, tu vois, en mode je les défonce tous, quoi. Mhm. Puis, je te promets, elle m'a envoyé un mail après, elle a pris en photo, tu sais, à l'époque, c'était les tubes, les écrans cathodiques avec le gros tube. Elle a posé son Mhm. bâton à lapin sur le dessus de son écran au boulot, tu vois. Puis elle a dit, à partir de là, ma vie, elle a changé, tu vois. Le, Mhm. le petit matin, son directeur, il fait, bon, ma petite machin, vous me faites le café. Elle a fait, c'est pas dans mon attribution de poste de faire le café, tu vois. Et puis, à partir de là, elle lui a pourri la vie, et puis elle était trop contente, tu vois. Mhm. Juste parce Ouais. qu'elle avait fait l'expérience bien analogique de taper sur un truc, tu vois. Ouais. Puis de Ouais. se rendre compte qu'elle pouvait démonter une souche avec un bâton et que ça pouvait aussi être la gueule du mec, tu vois. Même si elle Mhm. le ferait pas en vrai. De reconnecter ça, ça a changé sa vie, tu Ouais. vois. Ouais, 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 bien sûr. Et ouais, ouais, il y a des c'est ça en fait, c'est des connexions quoi, c'est des connexions euh, c'est mon jeu de mots, hein, mais c'est vrai on a des déconnexions Mm. et c'est juste
C'est juste comment on reconnecte et par où on reconnecte, quoi. Et c'est vrai que euh, l'univers naturel comme ça, c'est un super bon moyen de reconnecter avec énormément de choses en fait. Bah ouais, puis avec nous-mêmes, tu vois, avec Mhm. nos parties, notre colère saine, notre peur saine, notre Mhm. faim, notre froid, tu vois. Mhm. Ouais, ouais, Ça fait partie de nous et puis ça nous fait du bien de vivre ça vraiment, de pas être mhm. distancié du truc en mode abstrait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, moi je dis tout le temps que je suis né 1000 ans trop tard, tu vois, et que j'aimerais bien juste avoir une hache de guerre et puis une citadelle à défendre, et puis eux c'est les méchants, moi je suis les gentils, et puis c'est simple, tu vois. Mhm. Mais je dis ça à la blague, mais l'idée c'est que, en fait, ça reconnecte un truc plus concret, tu vois, où t'as pas besoin de te prendre le chou et t'as pas besoin de faire toute une analyse mentale et abstraite du truc. Mhm. Et, euh, euh, Et ça parle aux gens, tu vois, ça parle aux gens de prendre des plantes par terre et puis de les bouffer et puis de se rendre compte qu'en fait, depuis toute leur vie, ils ont marché sur de la bouffe, tu vois. Bah ouais, sur l'arbre mort qui est là, on a l'impression que ça sert à rien, mais c'est là que tu trouves ton bois sec pour faire du feu et puis toutes ces choses-là, hyper simples, ben, ça nous reconnecte petit à petit au milieu naturel et puis au savoir-faire et puis à nous-mêmes et puis aux autres et puis au groupe et puis au clan Mhm. et puis au feu et puis à la pluie, tu vois. Ouais, et Donc, à moi, ce que j'appelle nos natures, comme tu le disais un petit peu plus tôt, les gens, dans ces contextes-là, les gens se redécouvrent et en fait se découvrent leur nature. Leur ouais. nature qui est, voilà, de travailler avec de la ficelle, qui est plus peut-être une spécialisation sur les plants, peut-être plus une spécialisation médicale, peut-être plus une spécialisation chasseur-cueilleur et ainsi de suite. Et je trouve que malheureusement, il est très difficile de reconnecter avec nos vraies natures devant un écran à bosser 42 ans par vie, quoi, tu vois, sur un bureau de chaise, quoi. Écoute, je l'ai fait pendant 18 mois, tu vois, quand je suis arrivé en France, il fallait que je bouffe, et puis j'ai bossé dans un open space à Villeurbanne pendant 18 mois à faire des sites internet, et là, pour moi, c'était vraiment la survie, pour le coup, tu vois. Ouais, À un moment donné, j'ai pété un plomb, tu vois, j'ai vraiment pété un plomb. En mode, ben, c'est pas ça la vie, quoi, c'est juste pas possible. mhm, Et, euh, et franchement, j'ai énormément de respect pour les gens qui arrivent à tenir ça 20 ans, 30 ans, à bosser dans des bureaux pour des jobs qu'ils détestent au final, tu vois, bien souvent. mhm, Parfois, dans les bureaux, c'est cool, tu vois, le mec qui bosse à la chaîne toute sa vie, franchement, je le vois, j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que mhm. ça pour moi, c'est tellement éloigné de ce qu'on est fabriqué ou qu'on est conçu pour faire que Ouais, ça demande vraiment un mental méga fort, en fait, que moi, j'ai pas, hein, franchement, moi, je pourrais pas ouais. faire ça. Est-ce que tes stagiaires, c'est plutôt quoi? C'est plutôt des gens qui ont déjà une affinité. Qu'est-ce que vous faites? C'est plutôt des gens qui ont une affinité avec le milieu naturel ou c'est justement des gens qui sont complètement immersés dans le tertiaire, par exemple, et qui le week-end, tu vois, c'est la sauvagerie, quoi. Je dois sortir. Il y a de tout, en fait. Tu vois, Ouais. il y a vraiment, il y a les mecs qui ont déjà beaucoup bourlingué, puis ils se rendent compte qu'ils ont eu du bol, et puis ils viennent pour avoir plus de billes. Mhm. Il y a ceux qui préparent un truc. Tu vois, là, j'ai une nana qui part faire un voyage jusqu'en Inde à cheval et retour, que je vais essayer de former un peu avant qu'elle parte. Tu vois, il y a un peu de tout. Il y a aussi des gens qui n'ont jamais dormi dehors, par exemple, tu vois, Mhm. qui se pointent en stage avec du matos tout neuf et puis ils savent pas comment s'en servir et ils ont l'humilité d'arriver et puis dire, bah, je sais rien faire. Donc, vas-y, apprends-moi. Et puis, franchement, j'aime tout le monde, tu vois, pour des raisons différentes, mais j'aime bien aussi les gens qui ont jamais dormi dehors, qui ont jamais tenu un couteau de leur vie, et puis qui sont un peu ouverts à faire une nouvelle découverte, puis à prendre le bon pli tout de suite. Ok. Euh, une image que Philippe Perotti m'avait donnée quand il me montrait, quand il m'expliquait à enseigner, il m'apprenait à enseigner, c'est que tu prends une serviette en papier de table, tu la plies, tu mets un coup de trait dessus, puis tu te rends compte que c'était pas le bon, ben, tu peux essayer de la lisser, de la repasser, de faire tout ce que tu veux, il va toujours avoir le premier pli qui va rester, tu vois.
Mhm. Dans les écoles de kung-fu, traditionnellement, bah, quand tu as un nouvel étudiant qui arrive, un nouvel élève, bah, c'est le plus gradé, le plus compétent de l'école qui vient lui montrer les premiers mouvements. Parce que Mhm. c'est là qu'il faut vraiment faire attention à donner le bon pli puis à donner le bon geste tout de suite, parce qu'après, c'est dur de désapprendre un truc. Ouais, je suis toujours là. J'ai une poule qui bouffait du plastique. La survie, Allez. la survie de garage. Euh, Ouais, les poules ici, nous, elles bouffent tout, sauf mais même leurs œufs en ce moment, tu vois. ouais. Elles sont- Et puis elles pondent que dalle et puis on les en bouffe la moitié. Donc il va falloir faire quelque chose, quoi. Je vais ouvrir la porte pour le renard la nuit puis débrouiller pour en acheter d'autres. Mhm. Bref. Euh, ouais, non, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Mon chien qui arrive. Euh, salut Touton. Putain. Euh, mais tu vois, ça fait partie aussi. C'est un élastique, Touton. Ça fait partie. Ça fait partie. Ça fait partie des découvertes un petit peu comme ça euh, qui, euh, qui, je pense, euh, qui, je pense, vont continuer et même peut-être s'accélérer. C'est-à-dire que je pense que plus on va s'urbaniser, si tu veux, et plus les gens vont péter les plombs et plus ils vont vouloir repartir en mode un petit peu plus primitif. Nous, on le voit ici avec les grandes villes aux États-Unis. Il y a énormément il y a une urbanisation massive, si tu veux. Mais notre génération à nous, les Xers, la génération X, euh, c'est incroyable le nombre d'entre nous qui en fait rejetons d'une manière ou d'une autre, parfois un petit peu plus durement que d'autres, mais on rejette vraiment cette urbanisation massive et on repart effectivement. Voilà, on veut revivre avec les poules dans les bois et tout ça. Est-ce que tu le ressens un petit peu comme ça aussi chez toi, de ta fenêtre ou... Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont des boulots hyper dans le tertiaire ou même peu importe dans quoi, qui vivent en ville ou plus ou moins en ville, qui, euh, qui se sentent dépossédés de quelque chose, tu vois. Ouais. Ils ont l'impression qu'on leur a un peu volé leur vie et puis un peu volé leur nature quelque part profonde. Puis de se retrouver à faire des sports nature, que ce soit de l'escalade, que ce soit de la rando, que ce soit de la photo animalière, peu importe. Ils se reconnectent beaucoup au milieu naturel et puis ils kiffent. Mhm. Euh, et pour moi, ça a vraiment du sens de nourrir ce mouvement-là, tu vois, de faire en sorte que les gens ils puissent le faire. Mhm. Ne serait-ce que parce que ben, c'est moins facile de détruire notre biotope et puis d'en avoir rien à foutre si on a déjà dormi dehors et puis vu ce que c'est la nature, quoi. Ouais. Euh, Quand tu connais pas la nature, quand t'as jamais dormi dehors, que t'as jamais bu de l'eau dans une rivière, tu vois. Moi j'ai eu du bol, hein, j'ai grandi au Québec, j'ai appris à nager dans de l'eau tellement pure que je pouvais juste ouvrir la bouche et boire et Mhm. puis puis ouais, et puis j'ai vu l'évolution au fil des ans, puisqu'il y avait de plus en plus de chalets à côté, de plus en plus de population humaine autour, bah, le niveau de l'eau, enfin, la qualité de l'eau a diminué, et puis assez vite, hein, quand on buvait, on chopait la chiasse, tu vois. Ouais. Euh, Tu vois, cette dégradation-là, moi je l'ai vue petit à petit, et puis Mhm. j'ai regardé sur Google Maps en mode satellite. J'ai juste un coup de nostalgie. J'ai remonté ma rivière, tu vois. Enfin, je dis ma rivière, c'est pas à moi, mais là où j'ai grandi, puis là où j'ai appris à nager, puis à pagayer. Mhm. J'ai remonté juste le cours de la rivière, puis d'un coup, j'ai fait un zoom arrière, et puis près de la source, il y a une espèce d'énorme triangle blanc. Puis j'ai calculé vite fait que ça fait environ 60 km de large par 100 km de haut. Mhm. Mais c'est quoi ce truc, tu vois? C'est une zone où ils n'ont pas fait de photos. J'ai zoomé, puis en fait, je me suis rendu compte que c'est un triangle de bois complètement rasé, en fait. Ok. Ils ont déboisé le milieu de la Gaspésie d'une manière hallucinante. Mhm. Euh, et euh, et tu vois que, ben putain, tu sais, c'est loin des villes, c'est loin des endroits où les gens vont. C'est fait de manière à ce que si tu es sur la rivière, tu le vois pas trop, tu vois. Mhm. Et ils ont rasé 60 km sur 100 km de forêt, quoi. Ouais. Ouais.
Et je te promets, ça m'a vraiment fait mal au cœur, quoi. J'ai vu ce Mhm. truc, j'ai fait putain, ils ont, c'est comme s'ils ils avaient détruit ma baraque, ils avaient détruit chez moi. Mhm. Et puis, si t'as déjà dormi dehors, si t'as déjà fait des trucs dehors, si t'as déjà aimé être dehors, bah c'est pas si facile que ça de laisser pisser ce genre de trucs, tu vois. Puis Mhm. aujourd'hui, ben ouais, moi j'achète des produits qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement. Mhm. Euh, J'achète ma viande à côté, tu vois, c'est des vaches qui broutent la colline juste à côté et puis elles sont abattues sur place, tu vois. Mhm. Puis j'essaie de faire des choix parce qu'au final on vote avec notre pognon aujourd'hui plus qu'autrement, hein. Tu es, non, c'est mon eau, ça. Tu chasses, toi? Alors pas en France, mais j'ai chassé au Québec, ouais. Ok. Et tu chasses pas en France, pourquoi? Ben parce que j'ai jamais pris le temps de faire le permis puis Ok. parce que concrètement tu vois, moi j'ai chassé parce que j'avais la dalle, tu vois. Ouais. Euh, j'ai jamais chassé pour le fun. Mhm. Et après, je jette pas la pierre à ceux qui font ça, il n'y a pas de souci. Puis quand les chasseurs ils me ramènent un cuisseau de sanglier, je le bouffe et puis je leur fais une bouteille, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais euh, je me reconnais pas dans la manière de chasser en France, beaucoup. Tu vois, les battues, les trucs comme ça, moi, je trouve que ça dérange trop la forêt à mon Ok. goût, tu vois. Moi, je suis le genre de débile qui coupe son bois à la hache parce que comme ça fait moins de bruit et puis j'aime mieux, tu vois. Ouais. Donc Ouais. les battues, les chiens, les machins, je trouve que ça fout le bordel dans la forêt, puis ça stresse toute la forêt. Mhm. Euh, Moi, quand je chassais, c'était plus à l'approche, ou Mhm. même avec un fusil, tu vois, mais comme si j'avais un arc, en gros. Je me baladais, je savais un peu où il y avait l'animal que je voulais, je le choisissais vraiment longtemps à l'avance en prenant le temps Mhm. tu vois, de pas tuer le gros mâle reproducteur, ni une femelle qui était, entre guillemets, prometteuse pour l'avenir de l'espèce, tu vois. Je prenais un individu le moins, enfin, le plus mal en point possible. Ouais. Comme un prédateur le fait, tu vois. Dans la nature, les loups, ils bouffent ceux qui ont une patte de travers ou qui sont malades, parce que c'est plus facile aussi, tu vois. Ouais. Et donc, ouais, j'ai beaucoup, enfin pas beaucoup, mais j'ai chassé comme ça au Québec, quoi. Ok. Et j'ai pas de, moi, de toute façon, j'aime vraiment la bidoche, tu vois. J'ai essayé d'être végétarien, mais c'est pas mon truc, tu vois. Mhm. Bref. Ok. Et donc, il n'y a pas de chasse à l'approche en France? Si, il y en a, mais si tu rentres dans une assaut de chasse, c'est tout de suite les battus, les affûts, les machins. Ok. Ouais. Mais bon, après, franchement, je pourrais aussi chasser comme ça en France, il n'y a rien qui l'interdit. Mhm. Euh, mais là, tout de suite, j'ai pas besoin. Tu vois, j'ai de la bouffe, j'ai de la viande de qualité à côté. J'ai du gibier aussi que je peux choper par les potes chasseurs et tout. Mhm. Donc, je me consacre plus à la formation des gens. Et puis je leur file des stages d'ailleurs aux chasseurs, des fois, Mhm. en mode qu'est-ce que tu fais si tu te mets une balle dans la fémorale, Mhm. des premiers secours, des trucs comme ça. C'est intéressant, ça. Ouais. Donc tu intègres les premiers soins. Est-ce que c'est un module qui fait que tu as tout le temps systématiquement ou ça s'est Ouais. développé petit à petit? Non, ça, je fais ça depuis le début. En fait, notre approche au set, ça a été de voir comment les gens mouraient, en fait, dans la nature, mais un peu partout. Puis de Mhm. voir comment on pouvait régler, enfin, comment on pouvait apporter des solutions les plus efficientes possibles aux trucs les plus courants, tu vois. Typiquement, on a identifié qu'en montagne, le point critique, c'était de garder sa mobilité. À partir du moment où tu perds ta mobilité parce que tu t'es pété une jambe ou n'importe quoi, ben après, c'est la merde et tu meurs de froid. Toi, tu as des Ok. espèces de croisements comme aux échecs, tu vois, t'as le fou, la tour, le pion, et puis c'est comme ça que tu te retrouves échec et mat. C'est tout le temps en combinant des petits trucs à la con qu'on se fait niquer. Mhm. Et donc, on a essayé de voir exactement comment les gens mouraient et qu'est-ce qui était le plus utile de leur apporter comme contenu, comme connaissance. Et donc, un des gros trucs, c'est les blessures à la con, tu vois, que ce soit accident de chasse, que ce soit accident de n'importe quoi, tu te mets un coup de machette dans le tibia, ça pisse le sang, Ouais. et donc les premiers secours
qu'on donne, nous, c'est un complément au premier secours qu'on trouve en PSC1 ou les trucs que tu peux choper facilement entre guillemets dans le civil, tu vois, Ok. adapté au milieu naturel. Ok. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le matos qu'on a tout le temps dans le sac à dos quand on est en rando, genre le matelas autogonflant, genre le paquet de Kleenex, la rouleau de duct tape, n'importe quoi, et d'en faire quelque chose pour compléter le PSC1, puis avoir un truc vraiment utilisable pour les problèmes qu'on rencontre sur le terrain. Ok. Là-dessus, c'est rajouté avec notre stage 5% notamment, et puis des stages de préparation au voyage que je donne des fois pour des ONG ou des trucs comme ça. Mhm. Un module plus orienté plaie par balle, explosif, tout ça. Donc là, c'est de la traumatologie de guerre, hein, c'est pas du tout le même délire. Mhm. Mais, mais on a ça ouais, dans les stages niveau 1 pour la partie nature, et puis après pour les autres stages, selon le besoin, on rajoute des modules plaie par balle, explosif, brûlure et tout ça. Ok. Blast aussi. Et les prises de couvert, tu vois, en fonction des calibres, derrière quoi tu peux te cacher, si, est-ce que ça passe ou pas, tu vois, à travers un arbre du 7,62 par 39, tel Mhm. diamètre de pain, ça passe pas. Des conneries comme ça. Ok. C'est quoi la première cause de mortalité? La première cause de mortalité en milieu naturel aux États-Unis, c'est les chutes. C'est quoi en France? Alors, ça dépend des activités, en fait. Ok. Ouais. Euh, si c'est genre rando, escalade et tout ça, ben c'est effectivement les chutes. Euh, et puis les malaises, tu vois, malaise, un cas général, avec les coups de chaleur, les infarctus, des conneries comme ça. Ok. L'autre l'autre grosse cause de mortalité pour les gens qui sont égarés, ben, c'est le froid. Même en Mhm. été, tu vois, les gens se retrouvent à tomber en hypothermie et puis à mourir de froid. Genre là, à ce temps-ci, tu vois, il fait encore 15-18 la journée où je suis, mais Mhm. ça tombe à 5-6. Tu vas cueillir les champignons, tu rentres pas, même si tu as un gros pull, ben, si t'as rien pour faire du feu, t'es mal. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est Voilà. clair, Donc, le froid, c'est un gros truc. ça va hyper vite. Donc là, aux États-Unis, donc la première cause de mortalité, c'est les chutes, et après, effectivement, c'est l'exposition aux éléments, donc hypo ou hyperthermie, quoi. Ouais, voilà. Et Mais ça surtout les arrive. effets secondaires de ça, tu vois. Genre début d'hyperthermie, t'es en rando l'été, tu commences à surchauffer, tu fais une erreur d'orientation parce que t'as un peu les fils qui se touchent à cause de l'hyperthermie, Ouais, puis tu te retrouves à te vautrer ouais, dans une falaise, tu vois, ou une connerie comme ça. ouais, C'est ouais. c'est toujours des facteurs combinés qui font que qu'on meurt en fait. C'est jamais un gros truc comme aux échecs, c'est jamais la reine toute seule qui va te mettre échec et mat, tu Mhm. Ouais, non, c'est clair. Et les gens, en plus, il y a vraiment une mythologie assez intéressante par rapport à l'hypothermie, parce que les gens pensent qu'il faut qu'il fasse très très froid pour mourir d'hypothermie, alors qu'en vois. fait, les décès par hypothermie, en tout cas aux États-Unis, c'est toujours au-dessus de 0 degré, quoi. Tu vois? Mm. Ah ouais, parce que quand il fait vraiment froid, en général, t'es habillé en conséquence. Et ouais, Le piège, c'est toujours la zone grise à la con, tu vois. ouais, ouais, ouais. Euh, il fait bon la journée. J'ai un exemple d'un mec dans le Vercors qui est parti avec faire du raid, tu vois, un footing dans le Vercors. Pardon. Et puis le mec, il part en t-shirt, basket, tu vois, il va faire un footing, quoi. Mhm, Et puis il s'est pété une cheville sur le trajet. Il avait un mhm. petit guide à la con, tu vois, il avait pas une vraie carte. Et du coup, il savait pas exactement où il était. Il a essayé d'appeler les pompiers, mais il captait pas. Il a rampé un peu pour se retrouver à un endroit où il captait un peu. Et il avait aucune idée d'où il était en vrai. Mhm. C'était en juin 2008, je crois, 2009. Et puis le type se retrouve ben, à se prendre un orage sur la gueule. Et puis quand ils l'ont retrouvé, il était 2 heures du mat, un truc comme ça. Les pompiers l'ont chopé. Il était en coma hypothermique, tu vois. Ouais, Bon, il a survécu, mais franchement, c'est parce qu'il était costaud, parce que sinon, il y passe. Donc, tu vois, c'est cette zone grise où t'as pas l'impression que c'est dangereux, mhm. mais si les conditions changent un tout petit peu, c'est la merde. Et Ouais, pareil en self-défense, tu vois, le truc qui est dur à gérer, c'est pas quand t'es en pleine baston, c'est le juste avant, tu vois. mhm. Quand tu commences ça commence à puer, mais t'es pas trop sûr s'il faut que tu tapes, tu te barres, machin, tu sais pas trop comment gérer. Cet Mhm. entre-deux de zone grise, il est compliqué. Ouais,
Ouais. Autre exemple, un mec qui traverse les Alpes d'est en ouest, je me souviens plus de son nom, mais le mec il a fait des trucs de fou, tu vois, des grandes voies, des machins en solo et tout. Il s'est tué sur un sentier de montagne à vache à la fin de son truc. Ouais. Ouais. Donc voilà, il y a ce côté, quand c'est vraiment dangereux, on fait gaffe. Puis quand c'est un peu dangereux, mais qu'on a l'impression que ça l'est pas, ben c'est là qu'on se fait niquer. Ouais, ouais. Ouais, non, c'est vrai que c'est toujours un petit peu pareil. Nous on disait toujours avec un pote, c'est quand t'es à 5 minutes du camp, tu sais que tu vas arriver, que c'est là que tu te pètes un bras, quoi. Tu vois. Parce que toute ton attention en fait est relâchée. Nous je le vois ici, c'est hallucinant. L'été, les gens ils viennent, les touristes, et tu les vois partir en montagne en t-shirt tongs. Ah ouais, Et tu vois, ils se disent, ah, mais c'est bon, il fait 22 degrés dans la vallée, tu vois, c'est cool, pas de problème. pas de problème. Et puis, Et après, en fait, les taux de mortalité à l'exposition sont les plus élevés en juillet-août, en fait. ah ouais. Donc, Aussi les parce gens meurent d'hypothermie en juillet-août. Ils meurent pas d'hypothermie en janvier, quoi. bien sûr. L'armée suisse considère que pour la troupe, ça commence à être à risque d'hypothermie. Pourtant, c'est des mecs jeunes, en bonne santé, bien entraînés, bien équipés. Ça commence à être à risque d'hypothermie à partir de 15 degrés. Ouais, En dessous de 15 degrés, ils considèrent qu'il faut qu'ils mettent les mecs à l'abri ou alors qu'ils fassent quelque chose, qu'ils les fassent bouger, qu'ils fassent du feu, mais ils peuvent pas juste laisser la troupe parquée sans rien faire en dessous de 15 degrés. ouais, Donc ça montre bien le truc, hein. Eux, ils font pas dans la dentelle et puis mhm. ça, ça marche quoi. 15 degrés et moins, j'ai vu des mecs en stage de survie, moi à 15 degrés, avec de la pluie. Je te promets, il faisait 15 degrés, juste une petite pluie qui mouille constante. Ouais, ouais, Bah, j'en ai eu qui sont trouvés vraiment pas loin de l'hypothermie, quoi. ouais, Donc, on gère et puis on fait du feu et tout ça, mais ça va vite mhm. en fait. Ouais, Puis ouais, surtout ça pour va les hyper petits vite. gabarits, ça va très très vite. Ouais. Bah écoute, tout comme l'hypothermie, ce live va très très vite aussi et je vois que c'est la fin. Yes. Euh, donc, bah écoute, merci à toi d'être venu. Merci à Euh, toi. ce serait super si on pouvait en refaire un, tu vois, à un moment donné, quoi. Avec joie, quand tu veux. Je pense que tu as pas mal d'invités à traiter, mais quand t'as un créneau et que ça te botte, moi c'est avec joie, ça me fait plaisir. Ouais, pas de problème. Et donc on se tient au courant. J'aimerais refaire un live et puis on voulait peut-être aussi, tu m'avais contacté pour qu'on travaille un truc ensemble. Ouais. Carrément. Et ouais, bah, comme on disait tout à l'heure, vite fait, moi j'ai bien envie qu'on fasse un truc autour du sujet de la coopération et puis d'un peu comment être un pilier, tu vois, de Mhm. coopération pour les gens autour en cas de crise, mais de le poser avant, tu vois, de poser le truc de coopération puis d'entraide et puis de circuit court, d'échange et tout ça dans un truc préventif. Et ouais, ça me va très bien qu'on fasse ça, donc il faudra qu'on en repose, quoi. Ouais, pas de problème. Yes, Bon, David, merci à toi. merci. Prends soin de toi et puis les gens peuvent te trouver où s'ils veulent faire un stage de survie avec toi, par exemple? Alors sur sets.org, ceets.org, Ouais. et puis voilà, il y a le calendrier des stages qui est posé. C'est pas tous moi qui les donne, mais les Ouais. moniteurs que j'ai formés, ils sont vraiment vraiment bons, même meilleurs que moi pour plein de trucs. Et Ok. donc il faut pas hésiter à aller faire des stages avec eux. Ils sont partout en France maintenant, il y en a aux quatre coins là, même aux cinq coins. Et puis voilà, moi je publie mon calendrier de stage pour les niveau 1, niveau 2 d'ici la fin de l'année pour 2019. Je vais pas en donner beaucoup parce que j'ai beaucoup de pain sur la planche. On a des gros projets qui arrivent pour le SETS là à partir du printemps. Donc ça va être en mode traduction, bouquin. J'ai 5 bouquins qui sortent et puis des bons trucs dont je te reparlerai peut-être dans un autre live parce il y aura de quoi raconter. Et puis voilà. Donc à partir de mai-juin, je vais avoir deux, trois stages, mais pas avant, c'est clair. Parfait. Yes. Merci à toi. Prends soin de Ciao. toi et puis Ouais, on se reconnecte et on se refait un live incessamment sous peu. carrément. Allez, bonne fin d'après-midi chez toi. Salut David.
Ciao, ciao. Bon voilà, c'était David Maniz. Donc si vous voulez le retrouver, c'est